vous voyez, ajourée, avec, donc elle était certainement en bois, on peut le penser par l'épaisseur justement de ce rang qui est dans la muraille, et puis certainement avec des pointes en fer comme ceci. Ce château, il ne dispose pas d'éléments qu'on peut voir dans d'autres châteaux qui s'appellent un assommoir, mais cette herse pouvait servir justement d'assommoir. L'assommoir, ça servait à lancer des choses au-dessus de la porte d'entrée sur les ennemis. On pouvait rabattre cette porte rapidement et écraser ainsi les ennemis avec cette porte. On avait ensuite un dernier système de défense. Si vous voyez les deux pierres en décroché ici à gauche de la porte, c'était certainement la base d'une échauguette. Donc une échauguette, c'est une tour comme ceci, qui montait donc beaucoup plus haut. Elle devait certainement être ici percée d'archères pour pouvoir permettre des tirs croisés sur l'avant du château et l'entrée principale. Sur cette image, elle est représentée avec des trous au niveau du sol. Ces trous, ça s'appelle des machicoulis. Ça servait à jeter des pierres ou de l'eau bouillante. Alors, on a toujours entendu cette légende, on jetait de l'huile bouillante sur les ennemis. Sauf que l'huile, c'était une denrée rare et très chère. C'est sans doute une mauvaise information. Oui, mais déjà de l'eau bouillante, je crois. Et de l'eau bouillante, ça devait déjà faire pas mal de dégâts. On va donc continuer la visite à l'intérieur. Donc, suivez-moi. Faites attention au passage, vous verrez donc, le rail de la herse et vous vous rendrez compte de l'épaisseur de cette herse. Les premières tours. Non, alors, la tour ici du donjon, elle est arrondie, et si vous faites attention, au passage, vous voyez, elle a une base talutée. Les premières tours du château, au XIIe siècle, elles étaient carrées. Et puis, ils se sont rendus compte qu'une tour avec des angles, c'est plus facile à détruire, plus vulnérable qu'une tour. Et la base talutée, tout simplement, pour éviter le sabotage, en effet, et aussi qu'on puisse prendre appui sur cette tour et puis la faire tomber plus facilement aussi en attaquant sa base. Ici, on a une base talutée, donc plus stable. On passe la porte. Alors, juste ici, je voulais vous préciser une chose. Vous voyez la porte? Elle était différente au Moyen-Âge. Il faut imaginer une porte massive, non pas ajourée, mais pleine. Quelque chose de très lourd. Alors déjà, aujourd'hui, même en étant ajourée, elle est lourde. Imaginez à l'époque donc une porte pleine, en bois massif, du chêne certainement, une porte cloutée, avec des éléments métalliques très lourds. Et puis, on avait un système de fermeture ici. Vous voyez, il y a des encoches de chaque côté. On devait y déposer de lourds madriers pour bloquer cette porte en 2 points. Donc, il fallait certainement 2 hommes pour pouvoir manipuler cette porte très lourde. Donc, on avait ce dernier système défensif en cas d'attaque. Il fallait certainement utiliser de lourds béliers ou alors enflammer la porte pour pouvoir ensuite pénétrer dans le château. On va aller de ce côté-ci. Approchez-vous, je vous en prie. Alors, venez de ce côté-ci, vous allez voir, vous rendre compte d'une chose. Approchez-vous, vous allez voir tout d'abord l'épaisseur de la muraille. Ici et tout autour, elle fait entre 2,50 m et 3 m d'épaisseur. Donc quelque chose de très solide, très difficile à détruire. Une muraille, comment c'est construit? Tout simplement, vous avez 2 rangées de pierres, comme ceci, des pierres de parement. Et puis au centre, on y dépose du mortier et des moellons, des pierres plus rondes, non pas des pierres taillées. Donc l'intérieur de cette muraille n'est pas creux, mais rempli donc de ce mortier. Donc plus difficile, plus solide, et ça permet d'avoir une épaisseur, non pas tout en pierre taillée, ça serait trop fastidieux à construire. Ça permet de construire plus rapidement, mais de construire quand même solide. Cette archère, vous le voyez, c'est une archère à niche. On en a sur tout le tour de la muraille. Au XIIIe siècle, tout le rez-de-chaussée est donc défensif, percé d'archères. Ce sont des archères à niche. Je l'ai dit tout à l'heure, ce château il a été construit par un roi anglais. Il faut imaginer donc comment étaient les archers anglais à l'époque.
Un archer, au Moyen-Âge, un homme en tout cas, il faisait à peu près ma taille, entre 1,65 m et 1,70 m. Les archers anglais, ils utilisaient une arme propre à eux, un arc long, le longbow anglais donc, qui faisait quasiment leur taille. Vous le voyez, cette archère, elle est parfaitement étudiée pour cette arme, au niveau de la hauteur. Un homme peut s'y tenir donc debout. On a un ébrasement de chaque côté, comme ceci, en queue de poisson, qui permet d'élargir le champ de tir. Je peux ici me plaquer contre la muraille ou contre la muraille de l'autre côté. J'ai un angle de tir très important. De même, la forme de cette archère, regardez en face, sur les choguettes, dans le coin de la muraille, donc une archère en croix pâtée. Ce système de croix, ça permet tout simplement d'élargir le champ de vue. Je peux voir l'ennemi rentrer dans le champ de vision avant qu'il n'entre dans la fente toute simple à travers laquelle je vais pouvoir tirer. Donc, parfaitement étudié pour l'époque. Et puis surtout, cette niche, elle me protège d'une part des tirs ennemis. Les tirs, ils étaient en cloche par-dessus la muraille. Elle me protège aussi des intempéries. Puis surtout, elle est très grande. Elle permet, pendant qu'un homme est en train de tirer, à un second de se préparer à tirer. On peut donc faire ainsi des tirs nourris pour défendre le château plus activement. Donc imaginez, en temps de guerre, ces archères devaient être pour la plupart occupées pour défendre au mieux tout le tour du château. Alors ce château, il a été pris 2 fois au XIVe siècle. Une fois plus précisément par quelqu'un d'important, de connu, un Français, Bertrand du Guesclin. Vous en avez peut-être entendu parler. Bertrand du Guesclin, il a pris ce château en 1377. Il était à l'époque connétable de France, donc chef des armées du roi de France. Il avait atteint l'âge de 57 ans en 1377. Il va mourir 3 ans plus tard, non pas sur le champ de bataille, non pas pendant la guerre, donc en faisant la guerre. Il va mourir d'une simple maladie à l'âge de 60 ans, ce qui est assez honorable pour un guerrier au Moyen-Âge. C'est un homme qui a tout le temps fait la guerre. Depuis son plus jeune âge, il a toujours fait la guerre pour son roi, pour le roi de France. Alors il a été fait prisonnier plusieurs fois, et à chaque fois le roi de France a payé une rançon pour le libérer. Donc, imaginez ici, 57 ans, il arrive, il prend le château. On disait de lui que aucune forteresse ne pouvait lui résister. Rosan fait partie de sa légende, elle ne lui a pas résisté non plus. Et alors, imaginez cette période, cette époque-là, pendant qu'on faisait la guerre sur le champ de bataille, les plus pauvres étaient tués sur le champ, mais les seigneurs, les hommes de guerre comme Bertrand du Guesclin, qui étaient issus de la noblesse, justement, on les emprisonnait pour pouvoir ensuite demander une rançon en échange de leur liberté. Donc on demandait une rançon soit au roi de France, soit à leur famille, pour pouvoir ensuite les libérer. Il y avait des prisons ici au château. Vous voyez cet échafaudage. Derrière se trouve la tour de la prison. On va aller voir de plus près pour que vous vous rendiez compte. Non, pas du tout. Allez-y, je vous en prie, entrez. Faites juste attention à la barre au passage. Il vous manque encore une lettre. Alors c'est sécurisé, on y rentre tous, il faut marcher sur la grille. Donc nous sommes dans la tour de la prison, et la prison elle est sous nos pieds. Ce sont les oubliettes du château. C'est là à droite. Voilà. Je vais éclairer ici. Vous voyez, j'éclaire un banc en pierre. Dans ce coin-là. Laissez-vous, vous pouvez voir. C'est très profond, il y a environ 5 mètres de profondeur. Il y a qu'un mort? Non. On descendait les prisonniers par une échelle. Et puis bon, on remontait l'échelle, on refermait une trappe, certainement, peut-être une grille comme ceci. On les maintenait en vie puisqu'on attendait une rançon en échange de leur liberté. On les nourrissait, on leur donnait à boire et puis on les laissait un petit peu à leur sort ici, mais tout de même en les maintenant. La porte ici elle était fermée. Ici on avait donc
une porte en bois qui refermait Les quelque chose de beaucoup parents. plus sombre, juste une Non. simple ouverture. Et ici, non, non, pas de télé, rien du tout dans cette prison, juste peut-être même pas de lumière si c'était ultra, imaginez. Non. De quoi devenir. Toilettes. Derrière vous. Ouais. Il peut remettre ça en état. Il peut remettre ça en état, c'est pas mal. Derrière vous, il y avait une ouverture. Cette ouverture, elle permettait de descendre par un escalier jusqu'à une petite porte qui se trouvait dans la muraille. Cette petite porte s'appelle une poterne. Ça servait éventuellement en cas d'attaque du château. Donc si le château était attaqué par l'avant, justement à descendre dans les douves pour attaquer par surprise ceux qui étaient à l'avant du château. Si jamais ils avaient repéré cette porte, on descendait dans ces douves par une échelle, on remontait l'échelle, on refermait une porte ou une grille. Et puis si les ennemis avaient eux-mêmes des échelles et essayaient de grimper, à ce moment-là on passait par cette ouverture-ci. Ici on grimpait, on avait des escaliers qui nous amenaient jusqu'au chemin de ronde en haut de la muraille. Et là on les attendait, on pouvait leur envoyer des flèches, des pierres. Ou alors on pouvait tirer par ici, cette ouverture. Vous voyez, c'est une meurtrière, elle est horizontale. Alors il faut l'imaginer sans cette cuvette complètement horizontale. À quelle arme, à votre avis, elle était dédiée? Exactement, une arbalète, c'est une arbalétrière. Elle a été modifiée par la suite, je vous expliquerai pourquoi et comment. Donc, petite salle, la prison. On n'en voit pas dans tous les châteaux, les oubliettes. C'est assez exceptionnel ici en Rouen. Il n'y a que celle-ci dans le château. Ah non, on peut mettre plusieurs personnes là-dedans. Imaginez. La salle, elle fait cette superficie en sous-sol. Hein. Elle fait la superficie de celle-ci, on peut mettre pas mal de monde. Vous y passeriez tous. Ah, surtout si on voulait récupérer une rançon, on valait mieux pas les oublier. Alors on va continuer la visite par ici. Alors, je reviens au XIIIe siècle. La tour du donjon, derrière vous, elle avait deux fonctions. Tout d'abord, défensive. Les premiers et deuxième étages, c'était des salles des gardes. Et puis le troisième et le quatrième étage, c'était les appartements du seigneur et de sa famille. Au XIVe siècle, est-ce que c'est parce qu'on a changé de mode d'architecture ou de mode de vie? Il va construire ce grand logis qui est devant vous. Donc, jusqu'au niveau de l'échauguette ici, ça a été construit au XIVe siècle. À ce moment-là, à cette même période, on va construire ici, sur ce mur-là. Et donc ce muret, imaginez une maison de 2 étages. Vous le voyez sur la muraille, il y a des corbeaux, ces pierres qui dépassent donc. Elles servaient à déposer un plancher ou une toiture, une charpente avec une toiture. Donc imaginez tout le tour là, des constructions. Ce sont ce qu'on appelle les communs. Ça va être donc ici, pour cette partie-là, les cuisines du château, avec certainement au-dessus les habitations des serviteurs ou des gardes, puisqu'il fallait avoir quand même pas mal de monde ici pour permettre la défense de ce château et aussi tout simplement la vie du seigneur et de ses gens. Beaucoup de gens étaient donc à son service pour maintenir ici la vie dans ce château. Alors là, nous sommes dans la haute cour, par opposition à la basse cour. Donc, c'était la cour réservée aux seigneurs pour éventuellement y faire des fêtes. Au Moyen-Âge, la vie était rythmée par la religion. Il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup moins l'été, puisque l'été, on travaillait les champs. On était pris justement par les travaux des champs. La dernière fête, juste avant l'été, c'était la Saint-Jean, tout comme aujourd'hui. Elle existait déjà à l'époque, on faisait déjà des bûchers, on sautait déjà par-dessus le feu à l'époque. Les feux de la Saint-Jean, on faisait de grands bals aussi, ici certainement au milieu de la haute cour. Alors la haute cour, elle a été plus réduite ensuite par la construction de ces bâtiments, mais on a quand même une belle superficie, peut-être un petit peu plus basse en effet, mais elle a toujours été un petit peu comme ça en pente aussi. Alors il faut vous imaginer, sur cette muraille, on avait une deuxième tour. Si vous venez jusqu'ici,
elle était ici fermée, donc peut-être pas par une grille, mais par une porte. Aujourd'hui, c'est fermé par une grille, c'est la tour du puits. Tout simplement parce qu'à l'intérieur se trouve le puits du château. Alors, vous allez me poser une question, pourquoi le puits n'est pas là au milieu de la cour comme dans la plupart des châteaux? Il y a une raison bien particulière, vous le savez peut-être déjà. Au Moyen-Âge, quand un château était assiégé, le plus souvent on savait où se trouvaient les puits puisque les architectes qui avaient fait construire le château passaient souvent à l'ennemi, vendaient leurs services, leurs connaissances pour justement expliquer comment était construit le château, où se trouvait tel ou tel élément. Ici, le puits donc était protégé par une tour, à l'intérieur de cette tour, parce qu'au Moyen-Âge, on lançait par-dessus la muraille, avec des systèmes de catapultes, des cadavres d'animaux malades pour empoisonner l'eau. Les gens qui buvaient l'eau tombaient donc malades à leur tour. Ils étaient ensuite incapables de se battre et de défendre le château. Le château était donc plus facile à prendre. Donc, on avait ici une tour défensive, un peu comme celle de la prison, avec non pas des arbalétrières, mais des archères, vous pouvez les voir à travers l'ouverture. Et puis si on continue toujours, 13e et 14e siècle, donc on est toujours à l'intérieur de maisons, là, vous longez ce muret, vous le voyez. On va arriver jusqu'ici. Alors il faut imaginer la muraille, bien sûr, qui allait jusque là, donc pleine, un angle, peut-être une autre tour, on ne sait pas exactement, on n'a pas forcément retrouvé les dessins à l'époque. Donc ici, je vous ai parlé tout à l'heure des cuisines, l'eau qui se trouvait à proximité, et puis ici les toilettes. Alors les toilettes au Moyen-Âge, ça ne s'appelait pas des toilettes, ça s'appelait des latrines. Ça ressemblait donc à ceci, tout simplement, une pierre percée d'un trou. Ça tombe sur les ennemis en plus. Ça tombait dans les douves. Les douves n'étaient pas en eau, donc ça tombait en bas des douves. C'était un peu les toilettes sèches de l'époque. Voilà. On y revient dans certains endroits. On n'utilisait pas de papier. À l'époque, le papier n'existait pas pour s'essuyer. On utilisait des bandes de tissu qu'on devait ensuite relaver. En tout cas, ce n'était pas le seigneur qui s'en occupait, mais ses gens. Et puis, il faut imaginer bien sûr que c'était fermé par une porte, un petit peu d'intimité. On était à l'intérieur d'une maison, donc on avait quand même, pas comme aujourd'hui, ouvert aux quatre vents, mais un petit peu d'intimité. On avait quand même prévu une petite ouverture pour l'aération. Alors, on n'avait pas d'Airwick, mais on utilisait quelque chose de naturel, certainement comme ce qui pousse ici, de la menthe sauvage, des herbes aromatiques. Allez-y, sentez, il en pousse beaucoup. Donc on utilisait certainement ceci pour le déposer sur les excréments pour enlever les mauvaises odeurs. De la menthe sauvage, des herbes aromatiques. C'est une des herbes aromatiques qui poussait déjà à l'époque, qui était déjà utilisée au Moyen-Âge. Pour les douves, on envoyait certainement des paysans, des gens du village ou des alentours, puisque le seigneur devait les protéger, et ceux-ci en échange lui devaient des corvées. Les corvées donc consistaient à faire ce genre de choses, à aller nettoyer les douves et nettoyer les bandelettes qui avaient servi à nettoyer le seigneur ou ses gens. Puisque ici ce n'était pas les toilettes du seigneur, il y a plusieurs latrines dans le château, vous allez le voir après. On continue la visite? Je te laisse jeter un coup d'œil, jeune homme. Enfin, directement, il y a environ 6 mètres de hauteur quand même. Hein. Oui, alors, en fin de compte, alors, si j'ai bien compris, ils construisaient donc avec des grosses pierres. Oui. D'accord, de chaque côté. Oui. Et à l'intérieur, donc, ils remettaient donc de la pierre, de la caillasse, quoi. Des pierres, des moellons, quoi. Oui, remblai. du remblai, du mortier et des pierres. Ouais. Vous le voyez ici, justement, vous Oui, voyez ce c'est pour mur ça, qui était là, effondré. ça se voit bien, là. Voilà, là vous voyez bien ce Ouais. qui est à l'intérieur de la muraille. Donc très difficile à détruire. Il fallait d'abord déjointer les grosses pierres. C'était une des techniques qui pouvait être utilisée justement quand on voulait assiéger un château. On déjointait les grosses pierres et puis on faisait un travail de sape en détruisant ces moellons à l'intérieur. On pouvait essayer comme ça de se faufiler à l'intérieur des châteaux. Mais vous voyez ici, on est construit sur un rocher. Il faut déjà arriver à grimper sur ce rocher pour ensuite faire ce travail de sape. Et puis, il fallait éviter les flèches et les pierres qui étaient envoyées depuis le haut des donjons, enfin depuis le haut du chemin de ronde. Donc, c'était quand même risqué ce genre de choses. On va aller en face, juste à l'ombre, pour continuer la visite.
Alors je vous en prie, mettez-vous ici à l'ombre du mur, ce sera plus agréable. Quand le soleil paraît, il chauffe quand même beaucoup. On n'y était plus habitué. Mettez-vous à l'ombre, je vous en prie. Donc ce mur-ci, je vous l'ai dit, il a été construit au XIVe siècle. Ici, c'est une tour d'escalier. Elle va être construite après la guerre de Cent Ans, donc dans la seconde moitié du XVe siècle. Le château, donc, au tout début, il a été construit sous Jean Santerre. Il a été confié à une famille noble de la région, les Rudel de Bergerac. Les Rudel de Bergerac vont avoir comme dernier héritier une héritière qui, par mariage, va donner ce château à la famille des Madaillans. Les Madaillans vont avoir plusieurs descendants. La dernière des Madaillans, une femme, va souhaiter épouser un Français. Le roi de l'époque, c'est Henri VI, roi d'Angleterre, il s'oppose à ce mariage, car s'il autorise le mariage, il fait un cadeau. Ce château, il l'offre à ses ennemis. C'est inconcevable. Il y aura donc un procès entre Henri VI et la dernière des Madaillans. Le procès va délibérer la chose suivante. Il autorise la dernière des Madaillans à épouser un Français. Mais en échange, le roi d'Angleterre, Henri VI, récupère le château de Rozan et les terres. C'est ce qui va se passer. L'amour au château. C'était déjà comme ça à l'époque. Donc Henri VI, il va confier ce château à un personnage qui est important pour la ville de Rozan. Ce personnage s'appelle Bernard Angevin. C'est un personnage célèbre, en tout cas à Bordeaux. À l'époque, il est juge aux affaires criminelles au Parlement de Bordeaux. Bordeaux a un statut particulier depuis Aliénor d'Aquitaine. Ils ont, comme qui dirait, une certaine indépendance. C'est eux, par ce Parlement, qui ont le pouvoir de juge, donc de justice. C'est le Parlement qui décide de l'administration et de la justice de la ville de Bordeaux et de toute la zone de la Guyenne. Donc Bernard Angevin, au départ, c'est un simple clerc, et puis il est issu de la société civile, il va gravir les échelons jusqu'à devenir juge aux affaires criminelles. Il est puissant, il est riche. Le roi Henri VI l'a en estime, il a toute confiance en lui, il va donc lui donner ce château, un titre de noblesse et les terres qui vont avec. Bernard Angevin, donc, pendant la guerre de Cent Ans, va profiter de son statut pour essayer de négocier des traités de paix entre le camp des Anglais et le camp des Français. Il va naviguer d'un camp à l'autre, si bien que le jour de la bataille de Castillon, qui sera déterminante pour la fin de la guerre de Cent Ans, Castillon, c'est pas trop loin d'ici, c'est à une douzaine de minutes, ça s'appelle depuis Castillon la bataille, en l'honneur de cette bataille. Le jour de la bataille de Castillon, Bernard Angevin a changé de camp, il est du côté des Français. Il a été plutôt avisé puisque ce sont les Français qui vont remporter cette bataille. Elle va signer la fin de la guerre de Cent Ans, les Anglais vont quitter la Guyenne. Bernard Angevin garde le château, son titre de noblesse, les terres qui vont avec. Coup de poker. Coup de poker, je ne sais pas comment il a su, en tout cas il a été plutôt bien avisé, plutôt bien informé. Il est donc très riche, il fait construire cette magnifique tour d'escalier. Vous voyez l'entrée, elle est de style gothique, on est vers la fin du gothique, le gothique flamboyant. On a de chaque côté des piliers, donc qui s'appellent des pilastres, surmontés par des flèches qui s'appellent des pinacles. Au centre, une accolade. Au centre de cette accolade, un tympan. Et au centre de ce tympan, ceci, le blason, les armoiries de Bernard Angevin. C'est un lion entouré de 10 fleurs angevines, certainement en rapport avec le nom de ce personnage. Et puis, vous le voyez au-dessus, on a une deuxième accolade qui va être un peu plus tardive parce que Bernard Angevin va avoir une descendance, il aura une petite fille qui donc, va offrir ce château à une autre famille de la région par mariage, les Durfort de Duras. Duras, c'est pas très loin, c'est un village qui est dans le Lot-et-Garonne, il y a un très beau château, je vous invite à aller le voir. Les Durfort de Duras, c'est une famille très riche, très importante à l'époque, ils vont conserver le château, ici en tout cas, jusqu'à la Révolution française. Ils auront plusieurs châteaux, celui de Duras, celui de Blanquefort également, donc une famille très puissante sur la région. Donc jusqu'à la Révolution, ils gardent ce château. C'est certainement leur blason qui était donc au-dessus, au centre de cette accolade. Et puis la Révolution arrive. Les révolutionnaires vont s'emparer du château. Ils vont détruire les blasons. On détruit à l'époque tout
touche de près ou de loin à la noblesse. On va bien sûr faire de ce château un bien national. Les gens vont venir se servir, prendre des pierres pour construire les maisons dans le village. Donc imaginez, c'est en fait la Révolution qui a fait certainement le plus de mal à ce château. Donc, les Durfort de Duras vont revenir en 1810. Ça va être l'époque de la Restauration. Ils vont récupérer ce château, mais complètement en ruine. La plupart des planchers avaient été détruits ou brûlés. On pense même que ce château a été incendié. Ici se trouvait une chapelle. C'était la salle de prière du Seigneur, la salle de l'oratoire. Alors le Seigneur avait son propre lieu de culte. Il y a une église qui se trouve dans le village qui, elle, date du XIIe siècle. Alors il devait peut-être s'y rendre pour certaines cérémonies importantes, des mariages, des baptêmes. Mais en tout cas ici, pour aller prier tous les jours, il avait sa propre chapelle. On va aller voir cet escalier de plus près. Vous allez voir que ce sont des marches très grandes, 3 mètres de large, empilées les unes sur les autres. Et puis, comble du luxe, on a une rampe sculptée, une main courante sculptée dans la pierre. Je vous en prie, suivez-moi. On va s'arrêter au premier étage. Oui. Alors, je vous amène ici pour que vous vous rendiez compte d'une chose. C'est de la finesse de la sculpture de cette salle, des sculptures qu'il y a dans cette salle. Tout d'abord, une clé de voûte, vous le voyez, ici au centre, avec un décor végétal. On a au centre une fleur, autour, donc, 4 feuilles d'acanthe finement sculptées, et puis le pourtour est ciselé, vraiment finement ciselé tout autour. On a ensuite, dans chaque angle, des ogives, des arcs en ogive, des culs de lampe. Vous le voyez, on a ici une figure humaine, un homme, on va dire, accroupi. Ici, une figure mi-homme, mi-animal. On aperçoit des doigts crochus. Ici également, on peut même avoir, si vous regardez bien sur le côté, le détail des poils au niveau des épaules de cette créature. Et puis ici, on devait certainement avoir un visage humain, peut-être celui du Seigneur de l'époque. Il faut que vous vous rendiez compte de la finesse de ce détail. Oui, on dirait un homme barbu, en effet. Donc, un artisan à l'époque qui était capable d'une telle finesse de détail était certainement très cher. Donc, ça nous donne une idée de la puissance et de la richesse du Seigneur qui a commandé ce genre de sculpture. C'est une simple salle ici qui permettait de communiquer entre l'escalier principal donc, et ce qui va être construit ensuite au XVIe siècle, le logis des dames. Alors aujourd'hui, malheureusement, il ne nous reste plus que 2 fenêtres. C'était des fenêtres comme ceci, des fenêtres à meneaux, donc typiques de la Renaissance. Et puis, elles étaient équipées de bancs. Ces bancs, ça s'appelle des coups-sièges. Ça permettait aux dames de l'époque de s'asseoir, de profiter de la lumière du jour pour faire leur ouvrage de broderie, de couture, mais également pour discuter avec leurs dames de compagnie, ou tout simplement pour lire, puisque les femmes nobles avaient un accès à l'éducation. Ce qui était déjà pas mal pour l'époque. On va continuer la visite jusqu'au sommet de cette tour. Oui, c'est déjà plutôt haut, en effet. Alors, je vous fais vous arrêter ici pour que vous voyez cette voûte qui est magnifique, majestueuse. C'est une voûte de 8 arcs en ogive qui se rejoignent donc sur le pilier central. Vous voyez la répartition du poids ici entre le mur d'un côté et le pilier central. Il faut que vous imaginiez
le poids que doit supporter cette voûte. Tout est en pierre de taille. Tout est maintenu donc en équilibre entre ce mur et ce pilier central. Vous voyez aussi la finesse des sculptures de ces voûtes. C'est déjà quand même un chef-d'œuvre d'architecture. Je tenais à vous le montrer. Vous avez pu voir en montant aussi la main courante. Elle s'arrête juste un niveau en dessous au niveau des escaliers, mais déjà, on a encore une idée de, on va dire, la puissance du personnage par cette magnifique voûte. On va aller jusqu'au dernier étage, sur la terrasse, pour que vous ayez une idée un peu de l'étendue du château. Alors faites attention, les marches sont de notre style. Attention à la hauteur aussi. Je vous l'ai dit, les hommes au Moyen-Âge n'étaient pas très grands. Moi, je passe. J'aurais pas eu trop de problèmes à l'époque. Tout va bien? Alors, je vous fais venir ici. Tout va bien pour tout le monde? Alors, approchez-vous. Je voulais vous faire venir ici pour que vous voyiez ici la hauteur de la muraille et le chemin de ronde. Vous le voyez? Là, il est intact. Donc, vous avez les créneaux et les merlons et il a été partiellement refait, bien sûr. En ce moment, les travaux, c'est du dépôt d'enduit sur le haut des murailles pour éviter les infiltrations d'eau. Ainsi, l'eau peut ruisseler et donc éviter de stagner et de détruire, on va dire, le mortier, de faire que les pierres ne continuent à se disloquer. Donc, il faut que vous ayez une idée de cette hauteur-là sur tout le tour du château. Tout le tour du château. Donc, imaginez vraiment un chemin de ronde qui permettait de défendre le château depuis cette hauteur tout autour. Et puis, il faut vous imaginer aussi, regardez le paysage. Au Moyen-Âge, en tout cas au XIIIe et au XIVe siècle, il devait ressembler plutôt à ceci, ici, des forêts. On fait abstraction des vignes, essentiellement de la forêt, une des activités principales du seigneur en temps de paix, quand il ne faisait pas la guerre, c'était d'aller à la chasse justement. Donc il fallait qu'il soit entouré de bois pour pouvoir aller chasser le gros gibier, le cerf, le sanglier, les chevreuils. Vous avez ici aussi une idée de ce qu'était le logis seigneurial. Vous le voyez sur le donjon en face, on a des trous dans le mur qui nous montrent une forme de toiture. Donc ça vous aide à imaginer la toiture du logis seigneurial qui couvrait donc toute cette partie jusqu'au chemin de ronde de chaque côté. Ici donc on avait une large bâtisse très grande pouvant accueillir beaucoup de monde, mais on avait encore ce système défensif avec de chaque côté un chemin de ronde et une échauguette de ce côté-ci à cet angle-là et encore une ici. Donc on avait un mélange entre château, on va dire d'habitation et château défensif, en tout cas pour ce qui était du 14e siècle jusqu'au 15e. Au 16e, ça devient vraiment plus un château d'apparat. Voilà, vous avez comme ça toutes les évolutions du château à la base d'un château défensif, vraiment médiéval, à un château qui va s'approcher petit à petit de la Renaissance et d'un château d'apparat, comme on peut le voir dans les châteaux de la Loire. Donc, vous avez déjà ici aussi une idée du point de vue que vous allez avoir ensuite en haut du donjon. Et je vous ai fait monter par ces petites marches pour que vous vous rendiez compte que pour monter au donjon, il y a 107 marches comme ceci à grimper pour arriver au sommet. Donc, vous allez voir que le confort d'escalier qu'on a pris pour l'instant, cet escalier était plutôt confortable, mais l'escalier du donjon l'est beaucoup moins. Je vous en prie, on va redescendre justement sur la passerelle au premier étage. Faites attention en descendant, à la hauteur des... Ouais. Au niveau de cette ouverture, on revient au XIVe siècle. Vous voyez à travers cette ouverture, il faut imaginer au XIVe siècle ici une grande salle. Ce mur-là n'existait pas. Il a été construit ensuite.
Donc on avait une salle qui allait de ce mur-là jusqu'aux fenêtres en face. C'était ici, au premier étage, la salle de banquet, la salle de réception du Seigneur. Quelque chose d'immense, très luxueux. Alors sous nos pieds, bien sûr, on n'avait pas ces poutres en béton, elles sont des années 2000. Elles permettent l'accès aux visiteurs du château. On avait certainement des poutres en chêne. Vous le voyez, les corbeaux, ils existaient déjà, ils étaient déjà là en pierre. Donc certainement des arbres entiers taillés en poutres qui permettaient de supporter un plancher. Il y avait aussi des piliers circulaires en pierre pour maintenir ces grosses poutres en bois. Sur ce plancher, on avait certainement aussi ensuite des carreaux déposés, un carrelage, donc une pièce magnifique, immense. On fait abstraction de ce mur. On avait 2 ouvertures ici, non pas 4, c'était les 2 ouvertures centrales. Elles ont été rebouchées ensuite, vous voyez, celles qui sont bouchées aujourd'hui. Elles étaient de formes différentes, elles étaient ogivales, c'était des fenêtres donc, de style gothique, avec un décor un peu comme celui du 3e et 4e étage, des fenêtres donc trilobées, comme ceci, comme vous pouvez le voir sur le donjon là, au 3e et 4e étage. Et puis, donc, au XVe siècle, est-ce que c'est pour des raisons de confort? Parce qu'une grande salle comme ça, c'est sans doute très difficile à chauffer. Est-ce que c'est pour des raisons pratiques? Parce que le Seigneur avait peut-être beaucoup de personnes à sa charge. Peut-être des frères et sœurs célibataires, peut-être une mère veuve à sa charge. En tout cas, il a fallu cloisonner cette grande salle et des appartements du dessus pour permettre de pouvoir y loger plus de personnes. Donc au XVe siècle, on crée 4 ouvertures, on rebouche les 2 anciennes. Vous le voyez, ce sont des fenêtres, la plupart étaient équipées de coups-sièges, comme ceci. Et puis, des fenêtres à meneaux, donc, des style de Renaissance, surmontées d'une accolade. On va créer aussi des cheminées, de grandes cheminées. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il ne nous reste plus que les pieds droits et une partie des consoles. Mais il faut vous imaginer ces cheminées un petit peu comme ceci. Approchez-vous, regardez. Donc, quelque chose de massif, mais de très décoré, de magnifique. On avait des cheminées donc, qui allaient du sol jusqu'au plafond, avec cette très grosse console ici. Quelque chose de très massif, vraiment finement décoré, qui devait rendre cette pièce vraiment très décorée, très luxueuse. Ça devait certainement ressembler à ceci, donc, avec des meubles très riches, très finement décorés. Vous le voyez, donc 2e étage, les appartements, et dernier étage, sous les combles, et en partie défensif avec le chemin de ronde. Il faut imaginer de l'autre côté de ce mur, on avait exactement les mêmes cheminées, 4 cheminées en tout sur ces 2 salles. Et puis, le décor, on avait bien sûr des tapisseries pour maintenir la chaleur. Il y a des fleurs qu'il y a comme sur le ponton. Exactement, on a des fleurs sur le avec les voûtes. On a un peu ce même décor floral à l'époque, donc c'est un décor de faux appareils, une peinture, des fleurs encadrées d'un rectangle. On en avait aussi, si vous le regardez, l'ouverture était différente à l'époque. Aujourd'hui, elle est rectangulaire. Autrefois, donc, au XIVe siècle, on avait une ouverture avec un arc en plein cintre au-dessus. Vous voyez les pierres, ça a été modifié par la suite. On avait bien sûr des tapisseries sur les murs, des volets au niveau de ces fenêtres, des volets intérieurs pour se protéger du froid. Et puis, certainement aussi des vitres. Les fenêtres n'étaient pas comme cela, ouvertes aux 4 vents. Donc, il faut vous imaginer vraiment un décor somptueux dans cette salle. Ces peintures, vous les voyez ici, là sur le donjon, elles sont certainement d'origine. Ici, on n'est pas certain, puisque on n'a pas réussi à les dater. Celles-ci sont beaucoup moins nettes, elles ont certainement subi un peu plus des intempéries. Et puis, vous voyez, on en avait même ici, à l'intérieur de la porte. Vous verrez au passage. On va faire un bond donc de 2 siècles en arrière, du 15e, on remonte au 13e. On reste au premier étage, alors, il y a un autre passage ici, c'est l'escalier du donjon. Mais pour l'instant, on est au XIIIe siècle. C'était donc une salle des gardes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le donjon, pour ses premiers et deuxième étages, c'était des salles des gardes. Le 3e et le 4e, les appartements du seigneur. Alors ici, au XIIIe siècle,
c'est une salle toute simple. La cheminée, elle n'existe pas. Elle date du XVIIe siècle, donc beaucoup plus récente. Si vous voulez voir la plus ancienne cheminée du château, ou en tout cas ce qu'il en reste, il vous faudra monter un étage dans la deuxième salle des gardes. Les 2 étages au-dessus, pas de cheminée. C'était aux serviteurs du Seigneur ou aux gardes de rajouter une bûche à 3 h du matin dans l'âtre pour réchauffer le Seigneur et sa famille, puisque ce système de chauffage permettait, par des bouches de chaleur, de chauffer les 3e et 4e étages. Pas de cheminée donc dans les 2 derniers étages. On avait certainement des planchers au début qui séparaient tous ces étages, et puis ensuite on a créé ces voûtes en pierre pour solidifier l'ensemble. Vous allez voir au 4e étage, la voûte, elle date de 1649. Elle a été construite pour justement solidifier cette construction et permettre la construction de la terrasse au sommet avec une pente pour l'écoulement des eaux. Et puis un lanternon surmonté d'une coupole pour éviter que l'eau ne descende par les escaliers et n'inonde tout. Alors, 13e siècle, ici, on a 4 ouvertures, 4 archères. Celle-ci, elle a été modifiée. Vous voyez, il y a une grande ouverture. Elle a été modifiée assez récemment. Si vous voyez, l'enduit, ce n'est pas de la chaux, mais du béton. Si vous vous rapprochez de plus près. Donc, je vous expliquerai pourquoi ensuite. Mais très récent comme ouverture modifiée. Et puis sous nos pieds, au XIIIe siècle, on a quelque chose d'utile. Le donjon, c'est le dernier endroit où on peut se retrancher en cas d'attaque. Alors imaginez, au XIIIe siècle, on a juste le donjon et la vaste cour, pas d'escalier, pas de passerelle, pas de logis. On monte ici, tout simplement, par une échelle sur le côté. On entre par ici, donc l'échelle nous mène au premier. En cas d'attaque, on remonte l'échelle, on ferme la porte, on est protégé. Les portes ici, elles vont être créées ensuite, quand le logis va être fait, construit, pour permettre à l'escalier de desservir le premier étage, puis le deuxième étage du logis seigneurial. Et sous nos pieds, puisque c'est le dernier endroit où se retrancher en cas d'attaque, il faut avoir des réserves de nourriture. C'est donc le garde-manger. Approchez-vous, regardez, il y a une échelle, et on a environ 5 à 6 mètres de profondeur là. Donc un petit peu plus profond que les oubliettes tout à l'heure. On se servait de l'échelle certainement de la même qui devait nous conduire jusqu'au premier étage ici, pour descendre les vivres. Danger, il y a marqué. Voilà, il y a marqué danger. Il n'y a pas besoin de le marquer à mon avis, vu la hauteur, déjà. On se doute qu'il faut avoir une échelle. Alors non, il fallait pas être fou, il fallait prévoir. On était prévoyant au Moyen-Âge, parce qu'en cas d'attaque, il fallait pouvoir tenir longtemps, avoir des réserves suffisantes pour tenir tout un siège. Donc, les réserves, c'était quoi? De la farine, pour faire du pain, bien sûr, certainement des viandes en salaison. La nourriture à l'époque, au Moyen-Âge, elle était classifiée. Pour les plus pauvres, c'était tout ce qui était près du sol. Pour les plus riches, c'est tout ce qui était près du ciel. Donc, le seigneur au Moyen-Âge, il mangeait des fruits et non pas des légumes. On mangeait dans un ordre différent du nôtre. On n'avait pas entrée, plat, dessert. On n'avait pas d'assiette non plus au Moyen-Âge. On utilisait le pain comme assiette, une large tranche, une belle miche de pain qu'on appelait un tranchoir. Ça servait d'assiette. Pas de fourchette, elles feront leur apparition bien plus tard, au XIIIe siècle. Tout le monde était équipé d'un couteau, les hommes comme les femmes, attachés à la ceinture. Et puis on se servait de ce couteau pour manger. On déposait la viande sur ce pain de tranchoir, donc, et on découpait la viande sur ce pain. Et le pain, à la fin du repas, on le donnait au serviteur. Ça faisait leur repas. C'est vrai, c'était comme ça qu'on mangeait, en tout cas que les seigneurs mangeaient au Moyen-Âge. On ne consommait pas l'eau pure, parce qu'à l'époque elle était impure. Enfin, ce n'était pas l'eau qu'on pouvait consommer aujourd'hui, qui coulait du robinet, il fallait la chercher au puits, et puis il y avait certainement beaucoup de bactéries dedans. On la coupait avec du vin pour la rendre plus consommable. Le vin de l'époque, c'était pas le rouge qu'on connaît aujourd'hui, il se rapprochait certainement du clairet. Le vin qui était commercialisé depuis Aliénor d'Aquitaine, avec l'Angleterre justement, le claret, qui est encore aujourd'hui produit dans la région. Si vous voulez goûter du vin de claret, on a la cave coopérative pas très loin qui va en produire certainement. Et puis donc, je reviens ici au château de Rozan. Je vous parlais de cette ouverture. Je vous ai parlé tout à l'heure, en tout cas des derniers occupants de ce château. Je m'étais arrêté à la famille des Durfort de Duras qui reviennent après la Révolution. Donc à la Restauration, ils récupèrent ce château en ruine.
le château il va rester 200 ans quasiment à l'abandon. Il va y avoir un dernier mariage entre la dernière des forts de Duras et une famille issue de la Bourgogne, de la noblesse bourguignonne, les Chaput. En 1828, un des Chaput donc, va autoriser des tailleurs de pierre à creuser le rocher sur lequel ils construisent ce château. Ils vont creuser un petit peu trop profond sous la muraille nord et celle-ci va s'effondrer. C'est pour ça qu'on a cette belle brèche là-bas au nord de la muraille. Et puis, donc, il va falloir attendre le milieu du 19e siècle pour qu'un homme s'intéresse à l'architecture médiévale. Il s'appelle Léo Drouin, il est plutôt connu dans notre région, ici à Bordeaux. Il a sa statue au pied de la cathédrale Saint-André à Bordeaux. Cet homme, donc, il est archéologue, historien, il dessine très bien, il fait des dessins d'une qualité quasi photographique, la photo n'existe pas encore. Il va répertorier tous les châteaux de la Guyane militaire et en 1862, il va contribuer à faire classer ce château monument historique. À partir de là, le château ne craint plus rien, ne peut plus se permettre de prendre des pierres, de creuser sous son rocher. Il est intouchable. Il va falloir attendre 1940 pour avoir à nouveau des occupants dans ce château. Alors ce ne seront pas que les occupants de ce château, ce sera les occupants aussi de la France, ce sont les Allemands. Ils arrivent ici à Rozan, ils trouvent ce château en ruine, mais ils vont lui trouver une utilité, ils vont en faire un dépôt d'armes. Ce sont eux qui vont ici reboucher cette ouverture. Vous voyez, on a une meurtrière du XXe siècle qui servait pour un fusil mitrailleur pour défendre l'entrée du château. La muraille nord, ils vont la reconstruire, faire un petit muret. Et puis, si vous faites le tour du château par l'extérieur, ici, du côté est, vous avez deux autres ouvertures horizontales avec des murets donc, pour défendre ce château avec donc, des fusils mitrailleurs. Ils vont rester ici jusqu'en 1943. Vous avez peut-être vu en redescendant dans la tour, on a des inscriptions par endroit 1942 avec des initiales. Oui. C'est certainement un soldat qui a voulu laisser une trace. Alors il y a d'autres inscriptions. Vous l'avez vu, le château, 200 ans à l'abandon. Donc, beaucoup de personnes sont venues voilà, mettre une trace de leur passage sur les murs. Et puis il faut attendre ensuite les années 70 pour qu'il y ait deux périodes de fouilles ici dans le château. On va retrouver des objets qui sont en exposition dans la vitrine de l'Office du tourisme. Et au final, il faut attendre 1990 pour que le château soit repris par on va dire des passionnés d'histoire et puis rendu accessible ensuite aux visites. Ils vont totalement le débroussailler. La passerelle, là je vous l'ai dit, elle date des années 2000 et aujourd'hui, le château depuis 1900, il est propriété de la commune de Rozan. Il a été vendu par le dernier des Chaput, Henri-Paul César, la dernière dernier propriétaire de ce château, noble en tout cas, l'a revendu pour la somme de 1500 francs anciens à la mairie de Rozan. Donc si vous voulez continuer la visite seul, je vous invite à monter jusqu'en haut de la terrasse et profiter de la vue. Vous comprendrez ainsi pourquoi ce château était un point stratégique. Par la vue que vous allez voir, on a une vue à 360 degrés sur toutes les collines environnantes. Donc un point stratégique, un point donc, qui permet de défendre au mieux la zone, ces alentours de Rozan. Et c'est certainement l'utilité qu'ont dû y trouver les Allemands, aussi en 1940. Oui. Le donjon ? Ouais. 31 mètres, depuis les douves jusqu'au sommet. Et 107 marches. Ça va aller? Donc ça appartient à l'État ou ça appartient à une association? Ça appartient à la mairie aujourd'hui. Mais la mairie, La mairie de Rozan. l'État. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis aujourd'hui, ce sont les compagnons de Saint-Jacques qui travaillent actuellement sur le château pour faire des rénovations. Avec des méthodes du Moyen-Âge, en tout cas de la taille de pierre et des enduits à la chaux. Mais ils ont leur 35 heures quand même. Oui, mais c'est les vacances actuellement. Ouais. D'accord. Ouais, ils ne doivent pas décorder au maire de Rozan. Ils sont rémunérés, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Oui, merci à vous. Je vous en prie, prenez le temps d'aller voir les salles qu'on n'a pas été voir ensemble. Ça reste quand même assez intéressant à voir. Bonne continuation. Merci beaucoup. Je vous en prie.